Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre dans le cadre des cours en ligne de la MPS E3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, on va essayer de parler d'un ensemble variant de sujets sur le cours des matrices. Donc c'est la sixième partie de ce cours et c'est la dernière. En fait, on parlera des matrices par bloc, des matrices extraites. On parlera aussi des systèmes linéaires et on donnera vers la fin un petit mot sur les valeurs propres d'une matrice. Donc le plan de cet exposé est le suivant. Donc premièrement, on va essayer de parler des matrices par bloc et on va essayer de les définir, de les introduire et de définir les opérations sur ces décompositions-là, sur ces matrices. Puis, on va essayer de voir les matrices extraites et quelques utilités de ces matrices-là. Puis, dans la deuxième section, dans la deuxième partie, on va essayer de voir les systèmes linéaires. C'est vraiment pas un cours sur les systèmes linéaires, mais c'est juste une interprétation des systèmes linéaires à l'aide des matrices, à l'aide des applications linéaires, à l'aide des vecteurs dans un espace vectoriel et à l'aide des hyperplans, voilà, et des hyperplans affines, des hyperplans vectoriels et des hyperplans affines. Aussi, on va essayer de voir un système particulier du système linéaire, donc c'est le système de Cramer et sa résolution également. Et vers la fin, on va dire un petit mot sur les valeurs propres d'une matrice carrée. Donc je commence premièrement par introduire les matrices par bloc. Donc étant donné une matrice de taille NP, alors on peut la décomposer comme il est indiqué ici. Donc en quatre parties par exemple, en quatre blocs. Donc un bloc de taille R, QR, un bloc de taille P-R, R, d'accord, Q, puis un autre bloc ici, puis un autre bloc là. D'accord, donc on va écrire cette matrice en fait comme étant U égale A, B, C, D, avec A est une matrice de taille QR, B est une matrice de taille Q, P-R, C est une matrice de taille N-QR, et D est une matrice de taille N-Q, P-R. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut faire très attention en fait, dans cette écriture, il faut que le nombre de lignes de la matrice A égale au nombre de lignes de la matrice B et le nombre de lignes de la matrice C égale au nombre de lignes de la matrice D et le nombre de colonnes de la matrice A, il faut qu'elle soit le même que celui de la matrice C et le nombre de colonnes de la matrice B, il faut qu'elle soit le même que celui de la matrice D. D'accord? Donc avec en fait on peut donner ce que c'est que les éléments de A, les éléments de B, les coefficients de A, les coefficients de B, les coefficients de C à l'aide de celle de U. Et donc on a en fait A et J égale U et J pour n'importe quel I et J qu'on présente entre Q et R respectivement, entre 1 et Q et 1 et R respectivement. Et B et J, donc c'est UI R plus J. Ici il y a une petite dilatation. D'accord? Puis C et J, on peut l'exprimer en fait en fonction du coefficient de U et D et J en fonction du coefficient de U également. D'accord? Alors, bien entendu, ici on avait choisi 4 blocs, mais on pourra choisir moins de 4 blocs ou plus de 4 blocs. D'accord? Donc voilà quelques exemples. Alors par exemple ici on peut décomposer la matrice à P blocs. Donc les blocs ici sont des matrices ce sont les matrices colonnes. Donc on prend la matrice C1 de U, c'est la matrice colonne
c'est la colonne, la première colonne de U, C2 de U, c'est la deuxième colonne, jusqu'à CP de U, c'est la pème colonne de U. D'accord? Donc c'est une décomposition par bloc, donc en une ligne. D'accord? Donc on peut voir notre matrice comme étant une ligne, mais cette ligne là est une, donc les coefficients ce sont des matrices colonnes. D'accord? On peut voir aussi U comme étant une colonne, d'accord, et formée par n lignes, et les lignes en fait ce sont les lignes de U, donc d'une façon analogue à la première. On peut voir aussi les matrices diagonales par bloc. Ce ne sont pas les matrices diagonales, mais ce sont des matrices diagonales par bloc. Donc ici, si vous voyez, donc A1, A2 jusqu'à AR, ce sont des matrices qui ne sont pas vraiment de même taille, mais qui sont des matrices carrées. D'accord? Donc il faut qu'elles soient des matrices carrées, et elles ne sont pas diagonales. Donc ce sont des matrices pleines, mais on dit que la matrice est diagonale par bloc, parce que ici donc on peut la voir en fait comme ça. Donc la diagonale ce sont des blocs, donc les éléments extra diagonaux sont nuls. Par exemple, on peut voir cette matrice là, donc c'est une matrice qui est ni triangulaire, ni diagonale, ni triangulaire supérieur, ni diagonale, mais c'est une matrice qui est diagonale par bloc, parce que ici on a un diagonale, d'accord, un bloc ici, puis un bloc là, puis ici on a des zéros, d'accord, ce sont ces zéros là. Donc c'est une matrice qui est diagonale par bloc. Donc la matrice A pour A1 c'est 1, 2, moins 1, 3. B, la B c'est une matrice colonne, 0, 0. La C c'est une matrice ligne, 0, 0. Puis la D est une matrice carrée qui est 1. D'accord, le scalaire 1. Voilà. Donc les matrices aussi d'une façon analogue, les matrices triangulaires supérieures. Donc on peut prendre, alors ici c'est une matrice qui est alors ici dans la diagonale on a des blocs comme ça, puis au-dessous de la diagonale, donc ici dans cette partie là on a des matrices pleines, mais dans cette partie là on a que des zéros. Donc c'est une matrice qui est triangulaire par bloc supérieur. On peut parler bien sûr des matrices triangulaires par bloc inférieur, donc de façon analogue. Et donc par exemple, si on voit cette matrice-là, cette matrice n'est pas une matrice qui est triangulaire supérieure, mais on peut la voir comme étant une matrice qui est triangulaire supérieure par bloc. D'accord? Donc ici on a un bloc, puis ici un autre bloc, puis ici un zéro. D'accord? Mais la diagonale c'est ça. D'accord? Ok. Alors, passons maintenant aux opérations sur ces matrices-là. Et donc, supposons qu'on dispose de deux matrices A et B, de taille NP, et on dispose de leur décomposition par bloc. Donc, A s'écrit sous la forme MNPQ, B sous la forme M'N'P'Q'. Et on demande ici, alors, pour faire en fait la somme ou la multiplication par un scalaire, donc une combinaison linéaire de A et une combinaison linéaire de B, pour pouvoir en fait écrire cette écriture là, on a besoin du fait que M et M' soient de même taille, N et N' soient de même taille, Q et Q' soient de même taille, P et P' soient de même taille, pour que cette somme là a un lieu. D'accord? Et donc en fait, ce qu'on va demander, c'est juste le fait que M et M' ont même format. D'accord? Alors si M et M' ont même taille, alors ceci implique nécessairement que N et N' ont même taille, P et P' ont même taille, et aussi Q et Q' ont le même format. D'accord? Et donc si M et M'
en même taille, donc on peut définir lambda A plus mu B comme étant lambda M plus mu même M prime ainsi. D'accord, donc c'est la matrice définie ainsi. Et donc on peut voir en fait la matrice A comme étant une matrice carrée, comme étant une matrice de taille de 2, alors entre deux guillemets, B une matrice de taille de 2, et on fait des petits multiplications comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, donc, alors pour le produit, là, il faut faire très attention en fait. Alors, étant donné A une matrice de taille NP, B une matrice de taille PQ, pour pouvoir faire le produit A fois B, d'accord? Alors, et on décompose les deux matrices par bloc, A égale à MNPQ, B égale à M'N', P', Q', et on souhaite en fait effectuer le produit AB par bloc. On voulait le définir par bloc, d'accord? Alors, on écrit A fois B, et on souhaite en fait avoir un produit comme ça. Donc, un produit comme le produit de deux matrices carrées de taille 2. D'accord? Mais pour pouvoir écrire cette écriture-là, donc pour pouvoir écrire ces opérations-là, il faut qu'elles soient bien définies. D'accord? Et donc, il faut que M fois M' soit bien défini, il faut que N fois P' soit bien défini, il faut que MM' et NP' ont la même format pour pouvoir les additionner, ainsi pour PM', QM', P', MN', ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a plein de conditions pour effectuer ces opérations. D'accord? Donc, il faut faire très attention ici pour pouvoir faire ces opérations. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Alors, supposons maintenant que M est de taille MR, avec M compris entre 1 et N et R compris entre 1 et Q, et M' de taille RS. Donc, pourquoi RS? C'est le même R ici, RR. C'est parce qu'en fait, on voulait faire le produit MM'. Donc, puisque M est de taille MR, donc M', il faut qu'elle soit de taille R quelque chose. Ce quelque chose, c'est S. D'accord? Donc, un fil égal à Q, c'est juste parce que le nombre de taille ou Q ou P vivant, donc c'est Q. C'est bon. Donc, alors, avec ces deux hypothèses, donc le fait que le nombre de colonnes de la matrice M égale au nombre de lignes de la matrice M', donc on pourra faire la multiplication MM', mais ce qu'on va essayer de voir, c'est que c'est juste cette hypothèse est suffisante pour pouvoir faire le produit, donc pour pouvoir faire tout ce produit-là. D'accord? Donc, voilà. Donc, M est de taille MR, M' est de taille RS, et donc N est nécessairement de taille M P moins R. Donc, si on revient ici, N, grand N, donc il a le même nombre de lignes que M, et le nombre de colonnes de N, c'est le nombre de colonnes de A moins le nombre de colonnes de M, qui est P moins R. C'est la même chose pour P'. Donc, puisqu'on fixe l'information sur N', alors l'information sur N' s'obtient directement. Donc, il est de taille P moins RS. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, alors M' et P' ont le même nombre de colonnes. Alors, M' et N' ont le même nombre de lignes. Et le nombre de colonnes, donc c'est le nombre de colonnes pour N', c'est le nombre de colonnes pour B, moins le nombre de colonnes pour M', de M'. Voilà. Et donc, on peut effectuer en fait le produit M fois M', donc ici MR, RS, donc le produit est vivant dans MS. Puis ici, alors, N, c'est dans
P moins R. P', c'est dans P moins RS. Alors, pardon, j'ai expliqué le N', mais ce que j'ai besoin ici, c'est le P. Donc, le P, le nombre de colonnes de P, c'est le même nombre de colonnes de M'. Et le nombre de lignes de P', c'est le nombre de lignes de B, qui est P, moins le nombre de lignes de M' qui est R. Voilà, qui est R. Et donc, voilà, donc on peut effectuer le produit N fois P', et N fois P' est vivant dans MS, de taille MS. Et donc, ils ont la même taille, M', N', P' ont la même taille, et donc leur somme est de taille MS. D'accord? Ainsi, pour N et M et N', donc c'est la même condition. Donc M est là, N' est là, donc comme on vient de dire, d'accord? Donc N', on l'obtient ici, sa taille, on l'obtient ici, à partir de la taille de M', d'accord? Ainsi que pour Q'. Et donc, alors ici, on pourrait faire effectuer le produit MN', parce qu'ils ont donc le nombre de colonnes de M égale au nombre de lignes de N', et donc on peut parler de M fois N', c'est une matrice de taille MQ-S, et donc est aussi N fois Q', alors le nombre de colonnes de N c'est P moins R, le nombre de lignes de Q' c'est P moins R, et donc N fois Q' est bien défini, il est de taille MQ-S, et donc ces deux matrices ont la même taille, et donc on peut parler de la somme des deux matrices, ainsi que pour les deux autres qui restent, d'accord? Donc pour les deux autres blocs qui restent, donc pour cette bloc-là et cette bloc-là. Ce qu'il faut remarquer finalement, pour que cette écriture ait lieu, il faut que ce bloc-là, avec ce bloc-là, ait le même nombre de lignes, ce bloc-là avec celui-là ait le même nombre de lignes, ce bloc-là avec celui-là ait le même nombre de colonnes, et celui-là avec celui-là, il faut qu'ils aient le même nombre de colonnes. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hein. SS, N-M, N-M, SS, puis MS, MS. D'accord? MS, MS. Donc il est facile de voir que on est vraiment dans le cadre. D'accord? Et on vérifie maintenant, donc puisqu'on pourrait faire ces opérations-là, donc on peut vérifier simplement que A fois B est exactement ce produit-là. Ça veut dire c'est MN, M', P', donc la colonne, la ligne, la première ligne fois la première colonne dans la première place. Donc c'est comme si on travaille par une matrice de taille 2,2. D'accord? Donc dans M2 de R ou dans M2 de K. Et donc c'est comme si on fait des produits de matrice de taille 2,2. Et donc, alors, pour donc celui-là, ces opérations, on les avait fait juste pour une décomposition par 4 blocs, mais on pourrait la faire pour une décomposition de quelconque. Et le théorème donne en fait la décomposition dans le cadre général. Et donc on suppose que A et B sont deux matrices de taille NP et PQ respectivement, et qu'on dispose de deux décompositions. Donc ici AIK, le AIK c'est un bloc, c'est une matrice, BKI c'est une matrice. Il faut qu'ils aient en fait alors AIK et BKI, KJ, il faut qu'ils aient la même, donc le même, donc on voulait faire en fait ici du produit, hein, AIK, BKJ, donc il faut qu'ils aient que le produit soit bien défini. Hein. Et donc, alors on suppose qu'on dispose des conditions de la multiplication de ces produits-là. On pourrait voir en fait que MIJ, donc M c'est AB, c'est le produit AB, qui
qui se, qui se décompose, donc comme ici, hein. Alors A et B se décomposent en 4 blocs, A fois B se décompose aussi en 4 blocs, d'accord? Et chaque bloc est donné comme ça. Donc c'est comme si le produit usuel, d'accord? Petit MIG égale la somme de AIJ, petit AIG, B, AIK, B caché, d'accord? Donc c'est le même produit, c'est dans le même concept, d'accord? Et donc AM est une matrice par bloc dont les blocs sont donnés par ça, d'accord? Alors, comme des cas particuliers, simples et très intéressants, sont les cas des matrices triangulaires supérieures par bloc ou triangulaires inférieures par bloc. Donc, alors étant donné A et B, deux matrices triangulaires par bloc, comme ça, avec bien sûr, on a la même décomposition, ça veut dire que les dk et les delta k ont la même taille. Alors on pourrait faire le produit A fois B. Donc si ici, je dis bien ici, il suffit que les dk et les delta k ont la même taille. Si juste les dk et les delta k ont la même taille, alors on pourrait faire du produit. C'est comme ici, hein. Alors on n'avait pas demandé que tous les éléments aient la même taille. On avait demandé juste le premier à la même taille. Mais lorsqu'on dispose de beaucoup de produits et de beaucoup de blocs, il faut faire en fait attention, d'accord? Donc ici, ce qui fait marcher les choses, c'est le fait que que ici on a des zéros, hein. On a des zéros. Donc ici, alors lorsque les dk et dk et delta k ont la même taille, alors on pourrait faire un produit par bloc. Donc ici les blocs étoiles notés par des étoiles, ils ne sont pas importantes pour nous. Ils ne sont pas importants pour nous pour l'instant. Donc voilà, donc il se peut qu'il contienne n'importe quoi. Et donc le produit, ce qui est intéressant, c'est que le fait que le produit de deux matrices triangulaires par bloc est une matrice aussi triangulaire par bloc. D'accord? Ici, on en fout de ce qui va se passer ici. Et aussi, alors, en particulier, de A fois B, donc, comme cas particulier, A à la puissance P n'est autre que donc la diagonale, en fait, est constituée des produits des matrices diagonaux, hein. Donc, du puissance de la diagonale. Donc, A à la puissance P, la puissance de A, est constitué des matrices diagonaux, donc c'est la diagonale à la puissance P, d'accord? Et c'est le cas en fait des matrices triangulaires supérieures. Par exemple, si on prend A, une matrice triangulaire supérieure, donc A à la puissance P, donc on garde toujours la diagonale avec des puissances, avec la puissance P. Donc si la diagonale c'est lambda 1 jusqu'à lambda n, alors A à la puissance P, sa diagonale serait lambda 1 à la puissance P, lambda 2 à la puissance P jusqu'à lambda n à la puissance P. Grâce à ça, donc grâce à ce produit-là, donc A fois B égale à ça, donc pour que par exemple B soit l'inverse de A, donc il faut que D1 delta 1 soit égal à l'identité, D2 delta 2 égale à l'identité, DM delta M égale à l'identité. Ici aussi, il faut qu'on aurait des zéros. Mais là, ceci veut dire, alors, dk fois delta k égale l'identité, ça veut dire que delta k, c'est juste dk moins a. Et donc, a moins a est aussi une matrice triangulaire supérieure par bloc, d'accord? Dont la diagonale, c'est constitué par l'inverse des matrices diagonales. Et donc, en fait, pour écrire ces a moins a, il faut que les dk soient tous inversibles. Donc il faut que toutes les dk soient inversibles pour pouvoir écrire en moins 1. D'accord? Et ici, bien sûr, il est très intéressant d'indiquer en fait que les dk sont des matrices carrées, hein, comme je viens de dire.
Donc les dk et les delta k, il faut qu'elles soient des matrices carrées. Donc comme on vient de dire ici pour les matrices, alors oui, là. Donc ce sont des matrices carrées. Et donc, puisqu'ils sont des matrices carrées, donc on peut parler de a à la puissance p, de dk à la puissance p. D'accord? Ok. Alors, comme application de ce résultat, donc supposons par exemple que ces stars-là, ces étoiles sont des zéros. Et donc, s'ils sont des zéros, alors A, elle serait diagonale par bloc. Et donc, la matrice est diagonale par bloc, si seulement si. Alors, A est diagonale par bloc, si seulement si A à la puissance P. Donc, A à la puissance P, elle est aussi diagonale par bloc. Et il s'obtient en élevant tous les blocs diagonaux à la puissance P. D'accord? Donc, A à la puissance P, c'est juste D1 à la puissance P, D2 à la puissance P, Dm à la puissance P. Ici, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, ça, c'est une condition en fait nécessaire et suffisante. C'est comme l'inversibilité des matrices qui sont triangulaires supérieures ou triangulaires inférieures. On avait dit qu'une matrice triangulaire inférieure ou triangulaire supérieure, pour qu'il soit inversible, il suffit que les éléments diagonaux soient tous non nuls. D'accord? Ça veut dire qu'ils soient inversibles dans le corps K. D'accord? Ici, alors pour que A soit inversible, il suffit que les éléments diagonaux, que ces dk-là, soient inversibles. D'accord? C'est la même chose, c'est le même esprit. Et donc ici aussi, pour la matrice diagonale par bloc, donc comme les matrices diagonaux, donc une matrice diagonale est inversible si seulement si les éléments diagonaux sont tous non nuls. Et donc A est une matrice diagonale par bloc est inversible si seulement si les blocs diagonaux sont tous inversibles. Alors lorsqu'on dit sont tous non nuls, ça veut dire qu'elles sont inversibles. D'accord? Dans K, parce que K est un corps. Alors ici on dit qu'ils sont inversibles dans la matrice, dans l'ensemble des matrices. D'accord? Et la matrice inverse s'obtient en fait en inversant chaque bloc de la diagonale. Donc comme ça, en inversant chaque bloc de la diagonale. Chaque dk on l'inverse. Alors comme exemple, par exemple, si on voulait calculer par exemple l'inverse de cette matrice-là, qui est en fait une matrice qui est diagonale par bloc. D'accord? Donc le bloc, alors le premier bloc, alors pour l'inverser, il faut juste inverser le premier bloc et le deuxième bloc. D'accord? Et donc pas inverser vraiment toute la matrice. Et donc si on prend le premier bloc, donc c'est une matrice carrée de taille de 2, et donc inverser une matrice de taille de 2 n'est pas vraiment la même chose d'inverser une matrice de taille 3,3. Il est moins coûteux. Une matrice de taille de 2, on sait son inverse. Donc l'inverse c'est 1 sur 5. 5 ici c'est le déterminant de la matrice. 1 fois 3 moins 1 fois 2 fois la transposée de la comatrice. Donc on va essayer de voir la transposée de la comatrice après, dans le prochain cours. Donc ça c'est l'inverse du premier bloc, et le deuxième bloc c'est juste la matrice 2, et 2 il est inversible. L'inverse de la matrice 2, donc c'est une matrice de taille 1, 1, et donc son inverse est une matrice de taille 1, 1 qui est 1 demi, 2 fois 1 demi égale 1. Et donc, en fait, 1 moins 1 n'est autre que 1 sur 5 fois la matrice, et puis 1 sur 5 fois 1 demi, qui est 5 sur 3, tout simplement. Donc, ça, c'est une méthode, en fait, d'inverser les matrices d'une façon un petit peu moins facile que les systèmes que procédaient par les opérations, en fait, comme on avait parlé dans la dernière vidéo. Alors comme deuxième application, donc on prend A, une matrice de taille n, d'accord, pardon, ici, alors A est une matrice de taille dans MNK et de rang R.
ici A est une matrice carrée, je dis bien A est une matrice carrée. Ok. Et on forme l'espace formé par les matrices B tel que A fois B fois A égale à 0. D'accord? Et donc, alors nous voulons calculer la dimension, si nous voulons par exemple calculer la dimension de l'espace FA. Alors on va essayer de procéder par exemple par les matrices par bloc. Et voilà, donc puisque alors en écrivant ce que c'est que le rang de A égale à R, alors le rang de A égale à R veut dire que A est équivalente à GNNR. Donc ici, alors A est de taille MNN. Donc on avait dit que A est de taille, si A est de taille NP, donc et de rang R, si seulement si il est équivalent à GNPR, mais N égale à P ici. Mais GNNR, on peut l'écrire comme étant l'identité de R, 0 de R n-R, 0 de n-R, R, puis 0 de n-R, n-R. D'accord? Et donc, si B dans FA, alors si seulement si, donc ici juste on multiplie à gauche et à droite par P et par Q-1, donc ce sont des matrices qui sont inversibles, et donc on conserve le si seulement si, on conserve l'équation, et donc voilà, donc Q-1 A, B, A, P, on va essayer de faire apparaître Q-1 A, P, donc c'est Q-1 A, P, Q-1 à P, mais si on a multiplié par Q-1, il faut multiplier par Q, P-1, P, d'accord, pour équilibrer le système. Et donc ceci n'est autre que GNNR, et ceci aussi c'est GNNR, et il reste en fait P-1 QR. Et donc pour faire en fait, pour bénéficier du produit par bloc, on va essayer d'écrire en fait P-1 PQ par bloc comme étant B1, B2, B3, B4, avec B1 une matrice carrée de taille R, B2 une matrice de taille R, N-R, B3 une matrice de taille N-R, R, et B4 est une matrice de taille N-R. Et donc en particulier, alors puisque B1 est l'identité de R en même taille, donc on pourrait faire du produit. Et donc le produit veut dire quoi? Donc B dans FA, alors rappelons que B dans FA c'est seulement si cette matrice égale à 0. Donc B dans FA c'est seulement si ce produit égale à 0. En écrivant ce produit par bloc, alors un calcul simple de ce produit là veut dire que B1, que ce produit là égale à B1 0 0, et donc veut dire ceci est équivalent à dire que B1 égale à 0. Et donc, par conséquence, B est dans FA, si seulement si P-1 BP égale à 0, 0 B2, B3, B4. Alors ici, P-1 Q, BQ, pardon, ici c'est Q, c'est pas P. Et donc, puisque ici P-1 et Q sont inversibles, et donc en fait, c'est comme si, alors ici, on a la dimension en fait, c'est alors ici on avait annulé alors le nombre de coefficients qui sont nuls en fait, ici c'est R carré, et donc il faut enlever de la dimension de n de l'ensemble des matrices, de toutes les matrices MNK, il faut enlever juste la condition, cette bloc là qui est nul, et donc ce qui reste en fait le nombre de coefficients qui reste libre ici c'est n carré moins 1 R carré. D'accord? Ok. Donc ceci veut dire, alors lorsqu'on dit ici P-1 BQ, ça veut dire que FA est isomorphe à ça. D'accord? Il est isomorphe à ça. Parce que ici c'est le produit par des matrices qui sont inversibles. Donc c'est un isomorphisme. Donc voilà, ok. Alors une autre application de ces matrices par bloc, c'est alors c'est la proposition suivante.
Alors, étant donné f un endomorphisme d'un K-espace vectoriel de dimension n, et f un sous-espace vectoriel de E de dimension R qui est stable par f, ça veut dire que l'image de f par f, l'image de grand F par f est une partie de grand F. Alors, donc la conséquence, il existe B une base de E telle que la matrice de f relativement à la base B est une matrice triangulaire supérieure par bloc. D'accord? Donc, c'est une matrice de la forme A1, A2, A3, puis 0. Avec A1 est une matrice carrée de taille R, A2 est une matrice de taille Rn-R, et A3 est une matrice de taille N-R. C'est une matrice carrée de taille N-R. Et le 0 ici, c'est le 0 de Mn-RR. D'accord? Alors, en effet, donc, puisque alors f, on exploite ce que c'est que f est stable par f, et les deux dimensions R, donc puisqu'il est de dimension R, on va fixer une base de f, de grand F. Et donc, voilà, donc si B est une base de f, donc il est libre dans E, donc puisqu'il est, alors B1 est libre, et donc puisqu'il est libre, alors il se peut qu'il soit complété en une base de E, donc par le théorème de la base incomplète. Il existe ER plus 1 jusqu'à En, des éléments de E, tels que B, qui est E1 jusqu'à En, est une base de E. Et donc, voilà, donc on peut la compléter en une base de E. Et d'un autre côté, puisque f est stable par petit f, ceci veut dire que f de EK appartient à grand F, avec K compris entre 1 et R, parce que EK ici appartient à f, qui est le vecteur de B1. D'accord? Et donc, pourquoi faire? C'est parce que ici, alors si on pose le f de 1, f de 2 jusqu'à f de n, alors ce qu'il faut voir ici, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que, alors A est de taille RR, donc f de E1 jusqu'à f de ER, il faut qu'elle soit dans E1 jusqu'à ER. Et E1 jusqu'à ER, en fait, intuitivement, il faut qu'elle soit f, d'accord? Donc ici, c'est comme si on voulait écrire f plus une somme directe d'un supplémentaire, d'un autre supplémentaire. Et donc c'est vraiment ce qu'on fait. Hein. Et donc la matrice de f relativement à la base B, donc ici c'est la matrice de f, la restriction de f à f, donc puisque grand f est stable par f, donc la restriction à grand f de petit f de l'application f est une application linéaire. Et donc sa matrice est la matrice A1, puis ici la matrice A2 et A3, donc c'est juste les images de ER plus 1 jusqu'à En, on les exprime dans la base E1 jusqu'à En. D'accord? Tout simplement. Et donc on aboutit à une matrice qui est triangulaire supérieure. Alors, comme remarque, c'est que si P, alors la matrice d'un projecteur, d'un K-espace vectoriel de dimension n, de rang R, est de la forme IR 0, 0, 0. Donc c'est ce qu'on appelle GNR ou GNNR. Donc c'est ça, cette matrice-là, en fait, c'est exactement la matrice d'un projecteur dans une certaine base. D'accord? Donc c'est un petit peu plus fort que ça. Donc ici, il y a des 0, des 0. Hein. Alors ici, il y a, alors pour celle-là, alors le sous-espace stable, c'est l'image. L'image est stable, l'image de P est stable par P. Il est de dimension R, d'accord? Donc il est de rang R, il est de dimension R. Donc on obtient ici la matrice, donc relativement à une base, donc la matrice de P restreint à l'image, c'est l'identité. Mais ici, alors le supplémentaire on peut choisir le ker comme étant un supplémentaire de l'image. Ça, c'est une propriété de P, d'un projecteur. D'accord? Parce que l'image et le noyau sont supplémentaires si seulement si P est un projecteur. Et donc, en particulier, ici, la trace, on peut voir que la trace
la trace de P, qui est la trace de la matrice de P relativement à la base P, égale au rang. Donc égale à la somme des éléments, à la trace de IR, qui est le rang de A, qui est la trace qui est R en fait. Et R est le rang de A. Ok. Alors, on arrive aux matrices extraites. Et dans cette définition, on va essayer de définir, on donne la définition des matrices carrées extraites, pas de toutes les matrices extraites. Donc les matrices extraites, c'est juste une sous-matrice. D'accord, on prend une sous-matrice. Donc, comme se partit. Alors, A, une matrice de taille NP, R, un entier strictement positif et inférieur ou égal à N et P, donc inférieur à P et inférieur à N, à toutes les deux. IA jusqu'à IR, une suite croissante d'entiers naturels dans l'intervalle 1N, et G1 jusqu'à GR, une suite d'entiers naturels de 1 jusqu'à P strictement croissante. Et donc on appelle M, alors M une matrice de taille R, définie par MKL, les coefficients de M sont des coefficients de A. Alors on dit que M est une matrice carrée extraite de A. Donc M c'est une matrice dont les éléments sont les éléments de A. D'accord? Donc MKL égale AIKJL. Donc comme exemple, ici on donne un exemple d'une matrice. Par exemple, cette matrice-là, donc 1, 2, 1, 2, 5, 6, c'est une matrice carrée. Cette matrice-là, 2, 3, 7, 6, c'est une matrice carrée extraite. On peut voir celle-là également, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 est une matrice carrée extraite, ainsi de suite. D'accord? Donc on a ici plein d'exemples de matrices carrées. On a aussi les matrices carrées, les matrices extraites, une matrice extraite ici, 1, 2, 4. Donc 1, 2, 4, je peux prendre 4, je peux ne pas prendre la troisième ligne. D'accord? Je peux ne pas prendre la troisième ligne et la deuxième ligne. Là, la troisième colonne et la deuxième ligne. D'accord? Et prendre juste 1, 2, 4, 10, 9, 10, 12. D'accord? Donc on peut prendre juste la première ligne, la dernière ligne, puis intersection avec. Donc ne pas prendre juste la deuxième, la troisième, et le reste, c'est une matrice extraite. Voilà, pour qu'elle soit carrée, il faut qu'elle soit carrée. Bon, donc, ok. Alors, alors la propriété, celle-là, c'est une propriété. Alors, celle-là, elle donne une caractérisation, en fait. On essaye, en fait, de donner une caractérisation du rang d'une matrice suivant leur sous-matrice extraite carrée. D'accord? Donc, c'est ça le but. Et donc, étant donné à une matrice, et M une matrice carrée extraite de A, et qu'elle soit inversible, M inversible, alors le rang de A est supérieur au rang le rang de A est supérieur à R, qui est le rang de M. D'accord, nécessairement. Alors en effet, puisque R, M est inversible, donc on va prendre en fait, on prend G1 jusqu'à GR, les numéros donc ce sont les colonnes libres. Donc puisque le rang de R, le rang de A sont, oui, G1 jusqu'à GR sont les numéros des colonnes qui ont été extraites de A, d'accord, donc de la matrice M. D'accord? Donc ça, ce sont les numéros des vecteurs colonnes qu'on avait extraits. Et donc les colonnes CG1 jusqu'à CGR, il faut qu'elles soient libres. Alors s'ils sont liés, alors on aurait en fait que M, alors les colonnes de M seraient liées et donc M ne serait pas inversible. D'accord? Donc le rang de R, le rang de M serait inférieur ou égal, inférieur strictement à R.
D'accord, parce que CG1 de M, CG1, donc CG1 de M, c'est C1, c'est la première colonne de M. CGR de A, c'est donc CJK, CJK de A, c'est la quatrième colonne de M. D'accord? Et donc CG1 de A, CGR de A, il faut qu'elles soient libres. Si elles sont liées, alors les colonnes de M sont liées et donc M n'est pas du tout inversible. D'accord? Et donc le rang de A est supérieur ou égal à R parce qu'on dispose au moins de R vecteurs colonnes qui sont libres. Donc il se peut qu'on avait plus par définition du rang de A. Donc je rappelle que le rang d'une matrice c'est le rang des matrices des vecteurs colonnes de la matrice A. Également, si A est une matrice de taille NP et de rang R, alors toute matrice carrée inversible de A, donc si je prends n'importe quelle matrice carrée extraite inversible de A, alors elle a une taille inférieure ou égale à R. D'accord, inférieure ou égale au rang de A. Et de plus, il existe une matrice carrée extraite de taille inversible de taille R. Ça veut dire quoi? Ceci veut dire on peut dire la chose suivante, c'est que le R, le rang de A, égale au maximum des rangs des matrices extraites inversibles. D'accord? Des matrices extraites inversibles de A. D'accord? Des matrices extraites inversibles, donc il faut qu'elles soient carrées. Alors, en effet, pour la preuve, donc, alors la première, c'est juste ça. Donc, si on prend A une matrice, M une matrice carrée extraite inversible de A, donc son rang, donc le rang de A qui est petit r est supérieur à la taille de M, donc c'est juste le premier point. D'accord? Et le deuxième point, donc puisque le rang de A égale à R, d'accord, donc on va essayer d'extraire une matrice qui est inversible, et donc puisque le rang est égal à R, donc il va exister un certain G1 jusqu'à GR par définition du rang d'une matrice, tel que les colonnes CG1 jusqu'à CGR soient libres. Et donc si on prend B, c'est la matrice constituée des colonnes, donc de taille Rn, RP. Donc les colonnes de B sont CG1 jusqu'à CGR. Donc elle a R colonne et elle a N ligne. Donc aussi B, le rang de B égale à R, c'est le rang de ces colonnes, d'accord, de ces vecteurs colonnes, donc égal à R. Et puisqu'elle est égale à R, on avait dit que dans la précédente vidéo, que le rang d'une matrice égale le rang de sa transposée, et donc c'est le rang des vecteurs lignes, d'accord. Donc les vecteurs lignes de B, donc le rang des vecteurs lignes de B égale à R aussi, et donc il va exister un certain I1 jusqu'à IR, tel que les lignes LI de B, LI1 jusqu'à LIR de B forment une famille libre, d'accord. Ce sont les vecteurs libres de taille, donc ce sont des vecteurs libres par définition du rang, d'accord. Le nombre maximal, c'est le nombre maximal de vecteurs libres de ces vecteurs. Et par conséquent, la matrice M donc n'est autre en fait que l'intersection entre ces colonnes et ces lignes, d'accord. Donc c'est juste, voilà, on aurait une matrice qui est définie par MKL égale AIK JL, d'accord. Donc AIK, donc dans la kème ligne, dans la IK ième ligne, GL ième colonne,
D'accord. Alors, elle serait inversible parce que les colonnes sont inversées, parce que son rang égale à R. D'accord. Donc, tout simplement. Parce que ces colonnes sont le rang de ces colonnes égale à R, et donc le rang des colonnes extraites aussi égale à R. Alors, ces deux propriétés permettent en fait de dénoncer ce théorème-là. Donc le rang d'une matrice est la taille maximale de ces matrices carrées extraites inversibles. Donc c'est ce que je viens de dire, c'est le suprêmum des tailles ou des rangs des matrices carrées inversibles. Voilà. Donc je passe au système linéaire rapidement. Donc un système linéaire est ça. Donc vous le connaissez. On l'a déjà vu. Alors, la matrice du système linéaire, c'est la matrice AIJ. Alors ici, on a les coefficients A et J sont dans K. Et donc, on peut former une matrice donc, par ces coefficients, qui sont les coefficients du système. Alors, la matrice A est une matrice de taille NP. On va l'appeler matrice du système. Les BK, c'est le second membre. D'accord? Donc on l'appelle second membre, ceci est déjà vu. Le système S est dit triangulaire ou échelonné ou en escalier ou en cascade. Si la matrice A est triangulaire supérieure, ça veut dire que on avait ça. Cette partie-là est nulle. Triangulaire supérieur ou triangulaire inférieur, c'est la même chose, juste triangulaire. Alors si n égale à P, donc on dit que alors la matrice A est de taille n, et on va dire que le système est carré. Donc ceci c'est juste un vocabulaire des systèmes linéaires. Alors les inconnus du système sont les x1 jusqu'à xp, sont les p donc les xi ici sont les inconnus, x1, x2, xj jusqu'à xp sont les inconnus. Alors on dit que x1 jusqu'à xp est une solution si les xi satisfait en fait les équations, ces p équations, les p équations, et donc les n équations, d'accord, du système qui figurent des équations qui figurent dans le système S, et l'ensemble des solutions d'un système linéaire. Alors comme on avait dit une infinité de fois, c'est qu'il se peut qu'elle soit vide, et il se peut qu'elle soit finie, et il se peut qu'elle soit infinie, d'accord. Donc ça dépend. Les deux systèmes linéaires sont dits, on va dire qu'elles sont équivalents, ils ont le même ensemble de solutions, donc ils ont les mêmes solutions, d'accord. On va dire qu'elles sont équivalentes. Alors un système homogène, c'est le fait que le second membre est égal à 0, donc les BK égale à 0. Alors je ne vais pas tarder là. Et donc je vais passer aux interprétations. Donc on a en fait 4 interprétations du système linéaire, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc étant donné ce système linéaire là, alors on peut l'écrire en fait comme étant une interprétation matricielle. Donc A c'est la matrice, la matrice dont je viens de parler, la matrice du système. A c'est les A et J du système, et B c'est le vecteur colonne formé par le second membre, et X c'est les inconnus. Et donc le système S, on peut l'écrire comme étant la matrice A fois le système fois les xj, fois grand X, égale à P. Donc il est équivalent à dire que AX égale à P, tout simplement. Donc c'est ça juste l'interprétation matricielle d'un système linéaire. Et donc en fait A est une matrice, si A est une matrice carrée, on va dire en fait, si A est une matrice carrée, on va dire que le système est un système de Cramer, et S posséderait en fait une unique solution, et qui est A-1 fois B, d'accord. Donc juste on multipliait les deux côtés donc on multiplie ici par A-1 et ici par A-1, et donc X égale A-1 fois B, d'accord. Donc c'est le cas où on a une unique solution
c'est le cas où on a une unique solution de ce système-là. On va essayer de voir les solutions après. Alors, le système homogène H associé s'écrit en fait AX égale à 0, donc B égale à 0, ce B égale à 0, et donc le système est AX égale à 0. D'accord? On reviendrait sur ça par la suite. Alors, pour l'interprétation, une application en termes d'application linéaire, alors on revient à cette interprétation, AX égale à B, c'est juste interprétation. Donc, si on prend A, si on prend F, l'application canoniquement, l'endomorphisme ou l'application linéaire canoniquement associée à A, donc ceci n'est autre que f de x, avec x juste x1 jusqu'à xn, xp, est égal à b. Égal à b avec b en vecteur. Ici, c'est pas une colonne. Donc on prend f, l'application linéaire, l'application canoniquement associée à A, x, le vecteur constitué de x1 jusqu'à xp, de k à la puissance p, et b, le vecteur b1 jusqu'à bn, de k à la puissance n, et donc le système S est équivalent à l'équation vectorielle f de x égale à p. Donc f de x égale à p, c'est juste ça, c'est juste ax égale à p. Ok. Et donc résoudre le système S, donc ici résoudre le système S, et donc chercher l'image réciproque du vecteur b par l'application f. D'accord, donc il faut chercher, alors f de x, donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x tels que f de x égale à p, ça veut dire que c'est f moins 1 de b. Donc il faut chercher l'image réciproque de b. D'accord. Et donc le système est une solution si seulement si x est dans l'image, b est dans l'image de f. Donc b a un antécédent. D'accord, il faut que b a un antécédent. Et le système homogène, donc à la place de b, on aurait un 0. Et donc il est équivalent à dire que f de x égale à 0. Et la résolution du système de H, du système homogène, revient à trouver le noyau de f. Donc f moins 1 de 0, c'est juste le noyau de f. Ok, alors on passe à l'interprétation en termes de combinaison linéaire. Alors on prend les colonnes de la matrice A, donc C1, C1, CJ, CP, donc les colonnes de ces matrices-là, de cette matrice-là, et B, le vecteur colonne qui est le second membre, donc la colonne des seconds membres. Et donc, alors, écrire en fait, alors, je reviens sur le système. Donc, voilà. Et donc, x1 fois ce colonne-là, plus x2 fois ce colonne-là, plus jusqu'à xp fois ce colonne-là, égale à b. C'est ça le système. D'accord. Donc, le système n'est autre que x1 fois le premier colonne, plus x2 fois le deuxième colonne, plus xp fois le payant colonne, égale à b. Ceci veut dire, en fait, que x1 fois c1, plus x2 fois c2, plus xp fois cp égale à b. Et donc, ceci veut dire que b est dans le vecteur. Est-ce que b est dans le vecteur de c1 jusqu'à cp? Pas... D'accord. Et donc, résoudre S, c'est trouver toutes les façons d'écrire B en combinaison linéaire de C1 jusqu'à CP. D'accord. Donc, c'est quoi? Quelles sont les façons d'écrire, en fait, B dans cette famille génératrice, hein, entre deux guillemets, cette famille génératrice, C1 jusqu'à CP. Donc, il faut chercher les xk tels que B égale la somme des xk fois CK. Tout simplement. Et donc le système est une solution si seulement si B donc s'écrit sous la forme la somme des xk ck, ça veut dire que B est dans le vecteur de ck. Donc si seulement si le B est dans le vecteur de ck, et résoudre le système homogène revient à dire donc ici B égale à 0, hein, B égale à 0, et donc la somme des xk ck égale à 0. Et donc revient à trouver les PUPLés, hein, x1 jusqu'à xp, tels que la somme des xk ck égale à 0. D'accord.
Et donc, par conséquence, le système H, le système homogène, par conséquence, il y aura une solution, si seulement si, non triviale bien sûr. Alors la solution triviale c'est juste 0, 0, 0. Et donc comme on avait dit, le système homogène toujours admet une solution triviale qui est 0, 0, 0. Et donc il admettra une solution non triviale si seulement si les CK ici, pour que les XK soient non nuls, il faut que les CK soient liés. D'accord, donc il faut que les colonnes soient liées. Alors pour l'interprétation en termes d'intersection d'hyperplans affines ou d'hyperplans vectoriels, donc on revient à la définition initiale du système, d'accord, donc toujours à la première définition du système linéaire. Et donc ici ce qu'on va voir c'est que par exemple la première équation c'est juste un certain phi1 de x égale à b1. Donc ce phi1 là c'est juste une forme linéaire. D'accord, donc c'est pour cela on dit, alors on écrit la ième équation, donc c'est AI1 x1 jusqu'à AIP xp égale à bi. D'accord, donc c'est ça. Alors je reviendrai, pardon. Donc la ième c'est celle-là, pour n'importe quel i. AI1, AI1x1, AI2x2 jusqu'à AIPxp égale à b. D'accord? Ça, c'est la ième équation. Et donc, on commence par éliminer le cas particulier, par exemple, où les coefficients sont tous nuls. Donc, il n'y a rien en fait. Et si ces éléments sont tous nuls, donc si BI égale à 0, alors le système est compatible et la solution, et donc l'équation est 0 égale à 0, hein, donc on peut l'enlever. Si le BI est différent de 0, donc le système est incompatible et donc on n'aura pas de solution. D'accord, on n'aura pas de solution. Donc supposons qu'on est dans le cas BI égale à 0 et les coefficients sont tous nuls, bien sûr s'il existe. Et donc on suppose dans chacun des cas qui suivent que les AI, que ce peuplé est non nul, non identiquement nul, ça veut dire qu'il existe au moins un des AIK qui est AIJ qui est différent de 0. Et donc on forme en fait cette application qui va de x puissance de k à la puissance p vers k et qui a fait i de x1 xp, c'est la somme, d'accord, donc c'est ça, c'est juste, d'accord. Et donc celle-là c'est une forme linéaire non nulle sur k à la puissance p et l'équation EI décrit en fait juste phi i de x égale à b. Et donc c'est un hyperplan, donc l'ensemble des solutions de I est un hyperplan affine HI dirigé en fait par ça. Alors par la chose qu'on va dire, c'est que alors l'équation correspondante, donc l'équation homogène, si B égale à 0, donc phi I de x égale à 0, donc définit un hyperplan vectoriel HI, notre HI grave, ici, grave, de k à la puissance p. D'accord? Donc c'est un hyperplan et c'est cet hyperplan qui dirige l'hyperplan affine, solution, qui est l'ensemble des solutions de phi de I. D'accord? Donc ceci, on avait déjà parlé de ça dans le cours des espaces affines. Et donc avec cette interprétation, donc la résolution de S revient en fait à déterminer l'intersection des hyperplans affines HI. Alors lorsque je dis hyperplan affine, ça veut dire que c'est un sous-espace affine, c'est un hyperplan. D'accord? Hyperplan vectoriel, c'est juste ce que j'ai appelé dans le cours hyperplan, dans un espace vectoriel. Donc ici, un hyperplan en tant qu'un espace affine. D'accord? Et donc revient alors, lorsqu'on écrit ceci, donc voilà, lorsqu'on écrit ceci, donc il y a entre les équations A et
Et le et signifie une intersection, donc alors l'ensemble des solutions de la première c'est un hyperplan, la deuxième est un hyperplan, ainsi de suite, donc c'est l'intersection des hyperplans. Ces hyperplans, c'est ce qu'on avait appelé HI, d'accord. Et résoudre le système homogène, c'est chercher en fait ou déterminer l'intersection des hyperplans vectoriels HI, d'accord. Alors, l'ensemble des solutions, on avait dit en fait que l'ensemble des solutions d'un système homogène, c'est toujours un espace vectoriel. L'ensemble des l'ensemble des solutions d'un système pas forcément homogène est un espace affine. Donc, ceci, on l'avait déjà vu. Et donc, voilà. Donc, ici, on arrive au système de Cramer, qui est un système particulier. Et la proposition donne le cas où la solution est unique. Donc, étant donné S un système linéaire à une équation, donc, et à un inconnu, donc un système carré. Et donc, on va prendre l'interprétation matricielle, donc AX égale à B, son écriture matricielle, avec A une matrice carrée, X et B deux matrices colonnes, avec X qu'on va chercher en fait, c'est l'inconnu. Et R, le rang du système. Donc le rang du système, c'est le rang de la matrice A. D'accord? Donc c'est le rang de la matrice A, la matrice du système. Et donc le système S possède une unique solution, c'est seulement si R égale à N. D'accord? Donc pour qu'elle possède une unique solution, il faut que A soit inversible. Et cette solution, c'est A-1 fois B. D'accord? Et donc, on dit dans ce cas que le système est de Cramer. Donc, lorsque A, R égale à N, donc lorsque le rang du système égale à N, ça veut dire que A est inversible, on dit que le système est de Cramer. Et donc, la solution, c'est juste A-1 fois B. Donc, il faut juste calculer ce que c'est qu'A-1, l'inverse de A, à l'aide, bien sûr, donc, à l'aide des opérations sur les colonnes, sur les lignes de la matrice A. D'accord? Et donc voilà, donc on arrive à une remarque. La remarque, c'est que alors avec l'interprétation alors en écrivant juste ceci avec interprétation d'application linéaire en termes d'application linéaire, donc le système c'est juste f de x égale à b, et donc x, donc la solution c'est donc si le rang égale à n, donc si le rang égale à n, et donc f il est inversible, et donc c'est juste x égale à f moins 1 de b, d'accord, qui est a moins 1 fois b, d'accord, c'est la même chose. On utilise l'interprétation en fait en termes de combinaison linéaire. Alors l'unique solution du système en combinaison linéaire, bien sûr des colonnes, alors l'unique solution donc c'est le n-uplet des coordonnées donc puisque le rang de A, alors puisque le rang de A égale à n, ça veut dire que les colonnes sont de rang n, et ça veut dire que les colonnes en fait constituent une base de k à la puissance n, d'accord. Et puisque puisque b vivant de k à la puissance n, donc l'ensemble des solutions c'est juste le n-uplet des coordonnées du vecteur b dans la base C1 jusqu'à Cn, d'accord. Alors je viens à dire un petit mot sur les valeurs propres des matrices. Donc alors étant donné A une matrice carrée, un scalaire lambda sera dit une valeur propre de A s'il existe un certain x0, une matrice colonne de taille n1 non nulle, tel que AX0 égale lambda x0. Donc comme les applications linéaires, f de x0 égale lambda x0. D'accord. Et on appelle en fait spectre de A, c'est l'ensemble des valeurs propres de A. Et on le note spectre K de A. Le spectre de la matrice A est le même que celui de l'endomorphisme canoniquement associé, parce que
l'équation AX0 égale lambda x0 est équivalent au fait que f de x0 égale lambda x0, c'est la même chose. Et donc, et on revient alors le fait que lambda appartient au spectre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lambda appartient au spectre? Ici, je note K parce que lambda, alors le spectre dépend de K, donc il se peut que des fois on prend des matrices constituées juste par des nombres réels, par exemple, mais on considère la matrice comme étant une matrice complexe. Ça veut dire on voulait chercher par exemple les valeurs propres complexes, pas juste les valeurs propres réelles. Et là, diffère en fait, les valeurs propres diffèrent. Donc, alors, ok, anyway. Donc, lambda dans le spectre, si seulement si en fait ax0 moins lambda x0 égale à 0, ça veut dire que le x0 est dans le noyau de a moins lambda l'identité. Ça veut dire que a moins lambda l'identité, puisque le x0 est non nul, ça veut dire que le noyau de a moins lambda l'identité est non nul. Donc, non identique ou nul, ça veut dire que a moins lambda identité est non injectif. Non injectif, puisque ici, la matrice est carrée, donc on est dans le cas où, alors, non injectif, ça veut dire que c'est non surjectif, non inversible, d'accord? Donc, la matrice, alors, lorsque je dis non injectif, ça veut dire qu'une application linéaire, hein. Ça veut, donc, ceci veut dire que A moins lambda l'identité est non inversible. D'accord? Alors, un exemple de calcul de vecteurs propres, de valeurs propres. Donc, les x0, on dit que x0 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Et voilà, donc on arrive à calculer, alors étant donné par exemple ici la matrice A qui est cette matrice-là, donc lambda est une valeur propre de A, si seulement si A moins lambda l'identité est non nulle, et non inversible, ça veut dire alors A moins lambda l'identité est là, et celle-là non inversible, alors celle-là est inversible ici seulement si son rang égale à 2, parce que c'est une matrice de taille de 2, et donc il est non inversible, donc si seulement si le rang est inférieur strictement à 2, il est supérieur strictement à 0 parce qu'on a ici un 5 et un 2, donc il est nécessairement non nul. Et donc ceci veut dire que le rang est égal à 1. Le rang est égal à 1, et donc ceci veut dire que ces deux vecteurs sont liés. Et donc on peut écrire le premier colonne en fonction du deuxième colonne. Donc il faut chercher les cas où, quand on peut écrire ce premier colonne en fonction du deuxième colonne. Donc on écrit ça comme étant un système linéaire. Donc si moins lambda égale à moins 5 alpha, et 2 égale à moins alpha fois égale ici à moins alpha fois moins alpha fois moins 1 moins lambda. Et donc il faut juste résoudre ce problème, ce système linéaire. On trouve en fait que lambda appartient à un R pour que ce système ait une solution. Et donc si seulement si lambda appartient à un 4, et donc le spectre ici c'est un 4. Et donc on peut y aller un petit peu plus loin, on peut démontrer que cette matrice-là, cette matrice est semblable à la matrice formée par à la matrice diagonale, dans la diagonale juste 1 et 4. Et donc ceci en fait nous donne comme application l'opportunité de calculer par exemple les puissances de A d'une façon facile. D'accord? Donc il y a des exercices du TD comme ça dans la série de TD. Donc voilà, donc je vous remercie de votre réponse, pour votre attention, pardon, je suis fatigué, et merci.